Derrière Henri Konan Bédié, où il n'y avait même pas de division en 2010, ils sont venus au premier tour qu'avec 25% au premier tour. Bon, imaginez-vous le PDCI qui a été repoussé aujourd'hui sur le plan électoral par le RHDP, même dans le vieux Baoulé. Eux, là, ils peuvent avoir 10% actuellement, là, au premier tour des élections. Et puis, ils sont divisés. Donc, Thiam, c'est un mythomane, c'est un menteur. Et Thiam qui avait apprécié d'abord le bilan du président Hassan Ouattara, où il disait que le RHDP a fait des bonnes choses, beaucoup de choses ont été faites dans ce pays. Le même Tidjane Thiam, pensant qu'on allait lui donner notre appareil politique, parce qu'il n'aime pas se battre, c'est un paresseux, c'est un vaurien. Tidjane Thiam, c'est le plus paresseux des politiciens ivoiriens. Quelqu'un qui traite ses semblables de serpents, il est méchant ce monsieur. Ce monsieur est très méchant et c'est un hypocrite, c'est un vrai vaurien. C'est un vrai danger pour la Côte d'Ivoire. Non seulement il ment, deux, il empêche les gens de s'exprimer sur son cas, il envoie ses repéros signaler vos comptes, et trois, il n'aime pas la liberté d'expression. Non, la contradiction, Thiam l'a jamais aimé. Thiam, c'est la photocopie en matière de dictature de M. Soro Kibafori Guillaume. Ils n'aiment pas la contradiction. Ces gens du PDCI de merde là. Voilà. Donc, on met le cas de Thiam à côté, hormis son problème de nationalité, où il a menti au PDCI, où les gens du PDCI ont menti aux Ivoiriens, parce que quand vous regardez les tests du PDCI RDA, avant d'être candidat, il faut être dans le bureau politique de façon continue pendant 10 ans. Thierry Tano et Jean-Luc Vion se sont abstenus parce qu'ils disent qu'ils avaient 9 ans de présence dans le bureau politique du PDCI. Alors que Thiam, qui a fait près de 20 ans, qui n'a jamais assisté au bureau politique du PDCI RDA, on a patrouillé les tests pour aller le mettre devant. C'est pourquoi Bion a dit que Thiam n'a jamais scolarisé un enfant en Côte d'Ivoire. Il ne paye pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Et quand le débat va arriver, chaque agent, il va prendre la clé des champs. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, les tests de leur parti politique au PDCI ont dit, avant d'être candidat à la candidature pour être président du PDCI, il faut renoncer à ta nation. C'est-à-dire qu'il faut être exclusivement ivoirien. C'est pareil, hein. Alors, Thiam, qui avait la nationalité française, comment se fait-il qu'il a été mis comme président du PDCI RDA? Je pense qu'il y a la dame Valérie Kouala qui a porté plainte contre lui. Donc, Thiam risque d'être destitué de son poste de président du PDCI RDA. Donc, faites très attention, parce qu'il a menti à tout le monde. Donc, ce que nous, on sait de Thiam, c'est un gros mythomane, c'est un menteur. Et vous avez regardé le rapport de Crédit Suisse. Il dit, tous ceux qui sont passés comme management à la tête de Crédit Suisse ont tous échoué, ont tous fait écrouler la banque. Mais les Thiamis sont comme des bonbons, ils sont venus nous fanfaronner dans l'oreille. Ouais, Thiam, c'est champion, quand il quittait Crédit Suisse, voilà, le bilan de Thiam, c'était positif. C'est des mythomanes et c'est des menteurs. Et les plus xénophobes, les plus tribalistes sont les gens du PDCI de Daokro, à commencer par Jacques Roger depuis les États-Unis, sans oublier le porte-parole même du PDCI qui dit que tous ceux que ce sont les enfants adultériens qui, bien évidemment, qui ne sont pas, les enfants bablés qui ne sont pas au PDCI, sont des enfants adultériens. C'est les vrais xénophobes, des tribalistes. C'est des dangers pour la Côte d'Ivoire de demain. Donc, c'est pourquoi je les dénonce ici. Voilà. Partons de ce fait. Maintenant, le reste, c'est la justice qui va régler. Venons maintenant sur Guillaume Soro. Alors, on revient sur Guillaume Kibafori Soro. Aujourd'hui, le PPACI et le GPS, leur premier alibi, c'est de dire que Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale avec Guillaume Soro. Donc, voici les prétextes qu'ils vont trouver, bien évidemment, pour préparer la désobéissance civile de 2025. Comme ils l'ont fait en 2020. En 2020, c'est Henri Konan Bédié qui est à la tête de cette désobéissance civile. Si vous vous rappelez très bien, leur premier alibi, c'était la CEI. Et comment ils ont laissé le slogan de la CEI maintenant qu'ils sont passés au troisième mandat, soi-disant, du président Alassane Ouattara? C'est parce que le candidat choisi par le RHDP est décédé, sachant bel et bien qu'il n'y a aucun test qui, bien évidemment, dit que le président Alassane Ouattara ne peut pas être candidat selon la constitution de la Troisième République. La première stratégie, c'était quoi? C'était de discréditer, salir la CEI, afin de prendre ça comme alibi pour créer, bien évidemment, leur désobéissance civile. Alors, vous allez écouter Guillaume Soro ici. Et c'est la même stratégie qu'ils ont commencé en 2020 là, 25 là. Hein. C'est que désobéissance civile de 2020, c'est la même stratégie que 2025. Seulement à la tête, c'est Bédié qui chante au profit de Laurent Gbagbo. D'abord, ils ont tous commencé sur la CEI. Vous vous rappelez, où Guillaume Soro a dit, je crois que c'était en Angleterre, que la CEI que lui voit là,
qu'elle va brûler la Côte d'Ivoire. Alors que cette même CEI, c'est elle qui a validé la candidature de M. Guillaume Soro, où il a été vainqueur des élections législatives dans les années 2017-2018. Écoutez Guillaume Soro, vous allez écouter Afi N'Guessan et vous allez écouter Georges Aka. Et puis, comment ils ont changé maintenant leur albi en laissant le problème de la CEI, tout simplement parce que le candidat choisi du RHDP est décédé, donc ils ont laissé question de CEI. Ils sont venus maintenant sur 3e mandat afin de trouver ça comme alibi pour préparer la désobéissance civile. Allons-y maintenant en Angleterre. Voici Guillaume Kibafori Soro ici. Voilà, YouTube a arrêté de montrer les gens parce que les gens signalent mes comptes maintenant YouTube. On écoute Guillaume Soro, ce qu'il disait de la CEI. Écoutez, il dit que la CEI qui est là, qu'elle allait brûler la Côte d'Ivoire. On l'écoute avant de venir à Gbagbo. La CEI là, elle ne peut pas organiser l'élection de 2020. Elle va brûler la Côte d'Ivoire, la CEI là. Il dit la CEI va brûler la Côte d'Ivoire, oui. Va brûler la Côte d'Ivoire. Tapoter et partager. Oui. Quand je dis ça, on dit, mais Guillaume, j'ai dit la CEI. Moi, je préfère prévenir. C'est parce que je ne veux pas que la Côte d'Ivoire brûle que je dis ça maintenant. C'est pas après, je vais venir faire de gros discours. C'est maintenant. La CEI là, que moi je vois, elle va brûler la Côte d'Ivoire. Or, au minimum, ceux qui ont la mémoire courte et qui ne reconnaissent rien de moi, qui aujourd'hui peut-être même ne se souviennent pas de moi. J'ai été Premier ministre, c'est moi qui ai organisé l'élection de 2010. Et ceux qui ne se souviennent pas de moi en tant que Premier ministre, là, ils étaient pourtant les premiers à m'appeler Excellence. Hein? Comme ils étaient gentils, ces gens-là. Excellence. Bon, donc, la CEI, là, ne peut pas organiser l'élection de 2010. Merci beaucoup. La CEI ne peut pas organiser les élections. Ça, c'était leur premier alibi. Et suivant le schéma, après Guillaume Kibafori Soro, Pascal Afi N'Guessan est sorti pour dire que nous n'allons pas regarder Alassane Ouattara aller installer Amadou Bon Coulibaly à la tête de ce pays, que nous n'accepterons pas. Écoutez bien, Pascal Afi N'Guessan s'inscrit dans le même schéma parce que la désobéissance civile était déjà vendue. Premier alibi, c'était la CEI. Comme de la manière ils sont en train de faire aujourd'hui avec le cas de Gbagbo. Voilà. Puisque Bédié n'est plus là, c'est Gbagbo qui doit chapeauter maintenant la désobéissance civile bis 2. On écoute Pascal Afi N'Guessan qui s'inscrit dans la même posture de Guillaume Soro parce qu'il fallait trouver des alibis afin de boycotter les élections et préparer leur CNT. On écoute Pascal Afi N'Guessan. Donc, où les élections sont faites de façon transparente, avec une CEI qui inspire avec une CEI confiance à tous, où nous serons tous dans la rue ou en prison pour que Alassane Ouattara installe Amadou Bon comme président de la République. Mais nous n'assisterons pas impassibles comme des moutons et laisser Alassane Ouattara aller installer frauduleusement Amadou Bon comme président de la République de Côte d'Ivoire contre la volonté des Ivoiriens. Ça ne se fera jamais. Merci beaucoup. Et donc, voilà Pascal Afi N'Guessan qui nous dit, parce que la désobéissance civile, elle a été bien préparée, hein, les gars là. Nous, on avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Et c'est la même chose qu'ils sont en train de faire cette année. Hein. On y va. Pascal Afi N'Guessan dit que nous n'allons pas regarder Alassane Ouattara aller installer Amadou Bon Coulibaly à la tête de la Côte d'Ivoire. Avec ceux que nous voyons, nous disons non et nous n'allons pas l'accepter. Ça, c'était leur premier alibi afin de préparer la désobéissance civile. Troisièmement, Georges Aka, le représentant du FPI à l'époque, a même dit que si le président Ouattara refuse de s'asseoir avec eux, ils allaient amener ce problème à un problème ethnique. Parce que, je répète, Georges Aka était le représentant du FPI de M. Laurent Gbagbo. Et même revenu sur cette question. Donc, on écoute Georges Aka rapidement. Je ne me mets pas dans une logique d'écoute et de discussion. Bien entendu, nous allons commettre le risque d'étendre ce conflit au niveau des ethnies. Je ne me mets pas dans une logique d'écoute et de discussion. Bien entendu, nous allons commettre le risque d'étendre ce conflit au niveau des ethnies. Au niveau des ethnies. Donc, la CEI n'était qu'un alibi avant de commencer leur insurrection. Mieux, M. Gikawe, ils se sont rendus à la Cour des droits de l'homme et des peuples africains.
ils avaient posé des préalables pour dire que cette CEI n'était pas équilibrée. Et la Cour des droits de l'homme et des peuples africains les a dit que la composition de la CEI dont nous voyons qu'il n'y a aucun problème, elle est normale, elle peut organiser les élections. Sauf s'il y a des cafouillages qui arrivent dans le pays, on peut interpeller les autorités afin de revoir le problème. Donc, c'était leur stratégie, eux tous. Écoutez encore Gikawe qui revient dessus. Il y a ça. Donc, ayant vu ça, nous, on a posé plainte à Arusha. Je vais prendre un instant pour bien vous expliquer. Quand nos avocats sont partis à Arusha, oui, ils ont posé la requête. Et première victoire de l'opposition, la requête a été jugée recevable. Et ensuite, on a posé la requête au mois d'août. Or, la Cour africaine fait son calendrier dès le mois de janvier, avec toutes les affaires à juger. Et pour nous arrive le 8 août. Ils auraient pu dire, on attend 2020 pour vous programmer. Mais ils ont fait la place et à la prochaine session qui arrivait, la session de novembre, ils ont inscrit notre dossier. Ça, c'est une victoire. Donc, c'est ça la victoire. Il fallait d'abord que ce soit. Donc, ça veut dire que le problème qui est posé est reconnu. Maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on a raison ou on n'a pas raison. Question. Mais comme on rentrait dans l'année électorale, pour aller vite, on a demandé à la Cour qui avait dit que la loi n'était pas bonne, et ce qui est fait encore plus mauvais que ce qu'ils avaient dit qui n'est pas bon, on leur demande de suspendre l'application de cette loi. Donc il y a deux requêtes. Deux requêtes. La première, juger si la loi là est bonne. Et deuxièmement, comme la loi pose problème, qu'on n'est pas d'accord, suspendez la loi. Ils nous répondent quoi? Moi je suis médecin, je ne suis pas juge, mais merci beaucoup. La Cour leur répond quoi? Simplifié pour les militants qui veulent. Ils disent oui, ce que vous avez dit là, on a compris, mais en ce qui concerne si la loi est bonne, n'est pas bonne, nous on va régler ça à notre prochaine réunion, on va vous répondre. C'est ce qu'ils ont dit, le fond. Maintenant il dit pour la forme, c'est comme ça les juristes parlent, pour la forme, on dit vous nous dites de suspendre une loi. Une loi d'un pays qui est promulguée, qui est mise en application, la CEI même, on a nommé les représentants, et puis il n'y a pas de trouble en Côte d'Ivoire. Et puis il n'y a pas de trouble en Côte d'Ivoire. Sur quoi vous voulez qu'on se base pour suspendre la loi? Voilà ce qu'ils nous ont dit. Donc comme nous, on n'est pas sous, on a entendu aussi. Voilà. Donc comme nous, on n'est pas sous, on a entendu. Parce que la Cour les a répondu, vous demandez à ce qu'on suspende une loi d'un pays dont il n'y a même pas de problème là-bas. Donc eux maintenant, comme ils ne sont pas sous, c'est tombé dans l'oreille des gens. Donc il fallait faire quoi maintenant? Créer les foufous, comme on le dit chez nous, afin qu'on suspende la CEI où on n'organise même pas de élections et on tombe dans un vide juridique et ils allaient maintenant préparer la désobéissance civile. Deuxième phase de la désobéissance civile qu'ils ont préparée, d'abord, ils ont uni les activistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Henri Konan Bédié, les soroïstes sont allés le rendre visite. Donc la stratégie devait être tracée, comment ils devaient communiquer sur la désobéissance. Et donc, quand M. Henri Konan Bédié est allé vendre la désobéissance civile à M. Gbagbo, lui aussi, il a accepté. Donc maintenant, il fallait mettre une stratégie de communication en place. Avant de faire ça, Guillaume Soro avait déjà tout prévu. Puisque lui-même, Guillaume Soro, il avait informé les Ivoiriens qu'avant d'annoncer sa candidature, il va aller à faire pour aller annoncer cette candidature à ses parents. Chose bizarre, Guillaume n'a annoncé cette candidature à Valence. Et pourquoi il a annoncé cette candidature à Valence? Parce qu'il avait déjà préparé le coup et même son retour. Donc il fallait se cacher derrière cette candidature prématurée. D'abord même, nous étions en 2019. Il fallait se cacher derrière ça afin de faire croire aux autorités françaises ou à l'opinion internationale que c'est parce que lui, Guillaume Soro, s'est programmé candidat, donc on veut lancer un mandat derrière lui. Donc le coup était préparé. Donc voilà comment Guillaume avait déjà tout préparé. Et lorsque la candidature de Bédié avait été annoncée, ils l'ont même menacé de faire retour. Et il fallait maintenant recruter certains activistes. Sous le départ, il nous explique ici comment ils devaient se mettre ensemble avec les pro-Gbagbo afin de chasser Alassane Ouattara. C'est-à-dire, même si la CEI était restée là et que le candidat choisi par le RHDP était encore là, ils avaient déjà inscrit leur posture, ils avaient déjà préparé la désobéissance civile. Sous le explique ici la stratégie
de la désobéissance civile de 2020. Écoutez Soulé. Pendant ce temps, ils sont ici en train de faire des vidéoconférences en disant, vous voyez, ils sont en train on nous prend comme des camions, quoi. Vous voyez. Aussi, les gens, ils nous prennent comme des, voilà, ils sont là, ils sont dans leur tour d'ivoire, et puis bon, ils font le monde à leur manière. Donc, vous allez vous asseoir pour vous apitoyer sur les sons. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. Merci. Voilà, on doit continuer, on doit mettre nos forces ensemble. Comment faire pour chasser les RHDP? C'est ça qui doit être votre problème. Voilà. Comment faire pour chasser Draman et ses joies du pouvoir? C'est ça le problème. Voilà, tout ce qu'ils font là, les marmailles, tout, ça ne nous intéresse pas. S'ils veulent quand ils vont à Sini là, c'est nous on ne fera pas, puis ils reviennent à Abidjan, non? Quand ils vont à Sini, ils vont se cacher, ils sont couchés avec le beau là-bas tranquillement, tranquille. Voilà, ils s'en foutent de vous, vous crevez, comment dirais-je là-bas, encore à Abidjan. Ils vont à Sini et puis ils fuient le coronavirus. Quand on fait les vidéos, ils reviennent chez Abidjan. Donc c'est de ça qu'il s'agit, les gars. Parce qu'ils nous écoutent. Voilà, on n'a pas le temps pour les histoires là. Les RADP, Amadou Gon, on n'a rien à foutre de Amadou Gon. Merci. Moi, je n'ai rien à cirer de lui. Voilà, je n'ai rien à cirer de lui. Dans son propre village là-bas à Korogo, à l'hôpital, il n'y a rien là-bas. Dans son propre village à l'hôpital à Korogo. Vous avez vu les vidéos ici, c'est Amadou Gon. L'hôpital est délabré. Vous voyez des gens comme ça là. Et puis c'est ça là, on va prendre pour faire comme un modèle. C'est pas un modèle ça. C'est pas un modèle. Voilà quelqu'un qui fuit la Côte d'Ivoire, venir se faire soigner ici en France. Et puis on va encore s'appuyer sur ça, Amadou Gon a fait vidéo. Qu'est-ce que moi t'as à foutre de ça? Moi, j'ai rien à foutre de ça. Amadou, on n'a qu'à chercher comment on va faire pour les chasser du pouvoir, c'est ce qui est important. Voilà, on n'a qu'à chercher à savoir faire comment il faut les chasser du pouvoir. On doit faire pour chasser ces gens-là. Vous n'avez pas vu qu'ils ont créé les G20? Vous ne connaissez pas les G20? Gbagbo, 20 ans. Guillaume Soro, 20 ans. Comment dirais-je? Akossi Benjo, 20 ans. Guillaume Soro, 20 ans. Blé Goudé, 20 ans. Simon Gbagbo, 20 ans. Vous ne connaissez pas les G20? Ils sont en train de faire tout possible pour écarter tous vos candidats. Ils sont en train de faire tout possible pour écarter tout le monde. Et puis on commence à susciter comment dirais-je, le fusible là. Et comment dirais-je, Mabi Toqueuse. Mabi Toqueuse est en train de jouer le jeu du RHDP, attention. Hein. Mabi Toqueuse est en train de jouer le jeu du RHDP. Parce qu'ils font semblant comme s'ils ne s'entendent pas. Et demain, Mabi va dire que je m'en vais. Et il va présenter sa candidature. Il va dire non, c'est un dissident du RHDP. Il va se présenter comme Amadou Gon. Il va gagner les élections présidentielles. Ce qui va se passer, vous allez voir devant vous. Mabri va quitter. Mais ils vont jouer le jeu. Ils vont faire un jeu politique. C'est un jeu politique. Ils vont faire le jeu politique. Mabri va quitter, soit disant qu'il va quitter. Pour venir diviser l'opposition encore. Et puis, vous allez voir, ils vont rejeter la candidature de tout le monde. Et puis, laisser Mabri Toqueuse avec Amadou Gon. Ce qu'il veut faire. Donc, les gars, on doit s'asseoir. On doit continuer à travailler. Donc, là, affaire du RHDP, là, c'est un parti qui est déjà fini. C'est le passé. Voilà. On n'a qu'à penser maintenant à la Côte d'Ivoire de demain, l'après RHDP. Voilà. Parce que même ici en France, là, quand quand les Français font leur programme, ils pensent sur 20 ans, dans 30 ans. Nous, on va pas passer notre temps à parler d'Amadou Gon, à parler d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, c'est le passé. Ouattara, là, c'est le passé. On doit penser comment faire pour chasser Ouattara et ses vies. Voilà. C'est sa colique, c'est ce qui est important. Voilà. Et ils sont en train de se battre pour pouvoir s'imposer à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Nous, on doit s'asseoir aussi également pour réfléchir comment faire pour les chasser. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, les histoires là-bas, dans la case là, les histoires, les conneries là, ça ne nous intéresse pas, les gars. Ça ne nous intéresse pas. Travaillons. Voilà. Travaillons pour qu'on n'a qu'à s'asseoir. C'est comme tu veux nourrir ta famille. Un père de famille, il pense comment il va faire pour payer, pour donner l'argent de papa pour la femme, pour madame, pour aller le matin au marché. Donc, on doit réfléchir à cela. On peut pas passer notre temps à dire non, Amadou Gon a fait comme si, non, Alassane Ouattara a fait comme si. Ouattara ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse là, comment faire pour le chasser du pouvoir. Moi, ce qui m'intéresse. C'est ça la vérité. Hein. Moi, je vous le dis. Ce qui m'intéresse, Amadou Gon ne m'intéresse pas du tout. Il ne m'intéresse pas. Comment faire pour qu'il parte là? Ce qui m'intéresse. Ça, c'est mon problème qui est là. Moi, c'est mon problème. Je n'ai pas. C'est-à-dire que je n'ai rien à cirer. Je n'ai rien à foutre de leur vie. Je n'ai rien à foutre de leur santé. Ça ne me regarde pas. Ok? Mes amis sont en prison. Hein? C'est malfrat là. C'est malfrat. Ils ont pris mes amis, ils les ont mis en prison. Mes camarades sont en prison. Il y en a qui sont habillés, ils ne peuvent pas parler. Parce qu'ils ont peur. Ils ont semé la terreur. Ils ont mis la peur dans le cœur des Ivoiriens. Là, comme vous arrêtez les jeunes et 16 conflits de drones. Mais alors qu'il y a des menaceurs ici qui sont matin, midi, soir, des personnes ici, comment dirais-je, les bras sécuritaires du RHDP qui sont ce matin, midi, soir, qui insultent ici. Mais ils ne sont pas arrêtés.
Joe, on n'a qu'à s'asseoir, on va mettre notre calcul politique en place, comment chasser Dramane du pouvoir. C'est tout. Merci beaucoup. Donc, quel que soit le candidat choisi par le RHDP, la désobéissance civile était déjà prête. Maintenant, il fallait trouver un alibi. C'était quoi? La CEI au départ. Lorsque le candidat choisi décède, rappelez-vous, Amadou Bon Coulibaly, automatiquement, ils ont changé la stratégie. Ils sont venus sur quoi? 4e mandat. Il n'est pas les 3e mandat. Il ne parlait plus de CEI. Alors qu'il n'y avait aucun test dans la Constitution qui dit que le président ne pouvait pas se présenter. Mieux, l'OCENI est venu confirmer à la fin que le CNT qui a été fait avec eux n'était ni moins ni plus qu'un organe de coup d'État. On écoute l'OCENI. Sa responsabilité. Mais quoi le plus normal dans ça? Monsieur Henri Konan Bédié, le président de ton parti politique, je ne vais pas m'attaquer à cet homme de octogénaire, mais nous sommes en politique. Vabé Charles, tu te réclames du PDCI RDA. N'est-ce pas? C'est pas monsieur Bédié, le président du PDCI RDA, qui était le président du CNT, le Conseil national de transition. Mais le Conseil national de transition, c'était un organe de coup d'État. Si tu ne connais pas monsieur Vabé, je t'informe. Le Conseil national de transition n'était ni plus ni moins qu'un organe de coup d'État. Point. Maintenant, on s'arrête là. Ok. Donc, la désobéissance civile de 2020 était déjà préparée. Maintenant, le problème, il fallait trouver des alibis afin de mettre la stratégie en place. Le ministre Mamadou nous le confirme ici. Comment ils ont mis Bédié dans le problème? Comment ils sont allés draguer Bédié pour lui mettre dans le problème? On écoute le ministre Touré Mamadou. Rapidement, on va aller sur Gbagbo maintenant. Et lui va voir Bédié pour dire Bédié, bon, monsieur le président Bédié, moi là, j'ai 40% des militants du RDA avec moi. Et puis l'armée là, c'est moi j'ai fait la rébellion. La plupart des jeunes qui sont dans l'armée là, c'est moi qui les ai gérés. Si aujourd'hui là, je m'élève là, tous ces jeunes là qui ont fait mutinerie en 2017 seront avec moi. Donc Bédié s'assoit et puis dit, bon, la seule chose qui lui manquait là, c'était côté militaire. Comme Guillaume avec lui, vraiment Guillaume va venir avec tous ces jeunes qui sont dans l'armée. Or Guillaume est en train de veiller Bédié, il n'a plus personne. Parce que les jeunes, il n'a plus de contrôle sur ces jeunes. Même s'ils tentent tous les jours, parce que certains nous appellent, hein. Voilà, ils appellent certains, ils essaient, mais ça ne peut pas aller quelque part. Donc Bédié seul ne sait pas que Guillaume est en train de... Il n'a aucun militant du RDR. À plus forte raison du RHGP. Il est parti, il y a combien de personnes qui l'ont suivi? Donc Guillaume sait que lui ne peut pas gagner l'élection en Côte d'Ivoire. La seule chose qu'il peut faire, c'est coup d'État et puis s'asseoir. Sinon, élection là, aujourd'hui, je n'ai pas dit demain, je n'ai pas dit après-demain, mais aujourd'hui, il ne peut pas gagner l'élection. Merci beaucoup. Et donc, voilà la stratégie de Guillaume Soro en 2020. Maintenant, pour mettre cette stratégie en place, il fallait trouver un leader. Et le leader en question, c'était qui? Henri Konan Bédié. Je vous ai déjà montré des activistes ici qui disent même que Henri Konan Bédié avait financé cette désobéissance à hauteur de 4 milliards. Ils se sont partagés l'argent, ces activistes qui vont vous appeler dans la rue demain. Et il n'y a aucun qui n'est parti en Côte d'Ivoire. Donc, restez chez vous. Alors, on revient maintenant en 2025. 2025, l'on nous fait croire que M. Guillaume Soro a répondu à l'appel de M. Laurent Gbagbo. Mais posez-vous des questions. À quel moment Guillaume Soro répond à l'appel de M. Laurent Gbagbo? Avant qu'il ne réponde à l'appel de M. Laurent Gbagbo, non seulement il y a eu un échange téléphonique entre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara, où il a présenté ses excuses par rapport à sa prise de position en 2020. Il a présenté des excuses au président, le président a accepté, et le ministre Touré Mamadou nous a informé de la démarche de Guillaume Soro vis-à-vis du président Alassane Ouattara. Vous avez vu les activistes pro-Soro qui ont commencé bien évidemment à faire la tarakou de M. Guillaume Kibafori Soro. Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Alors, chemin faisant, Guillaume Soro, nous, les activistes, nous sommes sortis, nous avons dit que le pardon de Guillaume Soro n'était pas sincère puisque son conseiller politique, M. Franklin Nyamsi, est venu contredire la communication de Guillaume Soro en faisant croire que c'est le président Ouattara qui l'avait appelé et le président Ouattara le contrait en exil. Bien, il a commencé à s'acharner contre le président Alassane Ouattara. Et les activistes se sont acharnés sur le ministre Touré Mamadou. Parce que le ministre Touré Mamadou a dit que lui, il salue le pas que Guillaume Soro a posé, mais il aimerait que ça continue comme ça. Mais est-ce que Guillaume est sincère avec ses proches? Parce que lui ne peut pas demander pardon au président et ses activistes continuent de l'attaquer. Et ils sont venus confirmer cela en s'acharnant
contre le ministre Touré Mamadou. Voilà comment nous disons, moi-même, c'est moi-même j'ai pris la parole premier. J'ai dit que Guillaume n'était pas sincère, Monsieur le Président, puisqu'il est en train de vous mentir, vous faire croire à d'autres choses. Guillaume Soro allait faire encore un autre communiqué en disant qu'on ne doit pas faire attention à moi, parce que c'est moi, eux pour eux, c'est moi aussi l'extrémiste. Tout ce que moi j'ai dit, le parti écoute. Donc moi on ne doit pas m'écouter, eux vont continuer dans leur démarche de la paix avec le président. Mais que lui, on ne peut pas lui poser des préalables en faisant croire qu'il n'est pas sincère, en lui demandant d'adhérer forcément au RHDP afin de croire en lui. Voilà comment je suis sorti encore pour dire que Guillaume Soro, on t'a posé aucun préalable pour venir, pour croire à ta sincérité. Alors, personne t'a demandé d'adhérer au RHDP afin de croire en toi. Si tu veux venir, tu rentres dans ton pays. Voilà comment le secrétaire exécutif, M. Cissé Bakongo, est sorti pour confirmer, mais dit qu'on n'a posé aucun préalable à Guillaume Soro afin de rentrer dans son pays. Qu'il n'a qu'à montrer une vidéo seulement. Guillaume n'a pas montré la vidéo. Savez-vous ce qu'il fait? Pendant que nous étions dans ce brouillard de discussion, Guillaume Soro envoie une délégation. Pendant qu'on était dans ce brouillard, Guillaume Soro envoie une délégation. Cher Gore, vous qui l'attaquez aujourd'hui là. Je ne dis pas que cela pour vous faire plaisir. Olivier le Monarque. Guillaume Soro a envoyé une délégation pour aller rencontrer les cadres du RHDP afin de s'adhérer à notre parti politique après l'échange téléphonique. Voilà comment on les a fermé la porte. Et depuis qu'on les a fermé la porte, voilà comment Guillaume Soro se retrouve chez M. Laurent Gbagbo en allant répondre à l'appel de Benoît de M. Laurent Gbagbo. La question maintenant, je vous pose, vous les gars qui vous dites, mettons-nous ensemble là. Si le RHDP avait accepté l'union avec M. Guillaume Soro, pense enfin de préparer leur désobéissance civile qui était un organe de coup d'État. Nous arrivons en 2025. Il y a eu l'appel, échange entre le président Ouattara et Guillaume Soro, ce qui n'a pas encore abouti. Guillaume Soro envoie une délégation au RHDP afin de s'allier avec nous. Nous retrouvons, il trouve porte close et automatiquement il répond à l'appel de Benoît de M. Laurent Gbagbo. Et la stratégie, c'est quoi? Après la sortie de Charles de Goudet, soulève encore sur la stratégie pour dire que lorsqu'il y aura ces contestations électorales et que la masse critique va vouloir sortir dans la rue, un militaire républicain viendra faire la rectification, c'est-à-dire un coup d'État qu'il appelle la rectification. Et le PPACI n'est pas encore quitté dans ce schéma, ils sont là. Ils sont dans le même schéma. Vous avez vu les voyages de Kone Katina dans l'AES, puisqu'ils disent qu'ils ont l'AES avec eux. Donc, je reviens maintenant sur la stratégie de 2025, c'est-à-dire c'est Bédier qui change, c'est Bédier qui change au profit de Laurent Gbagbo. Voilà. Donc, la stratégie, c'est quoi? C'est Bédier qui change à la tête. Et maintenant, on met Gbagbo. Donc, le premier alibi, c'est l'inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale, comme ils l'ont fait en 2020. Premier alibi, c'était la CEI allait brûler la Côte d'Ivoire. Deuxième alibi, cette CEI n'est pas crédible et on nous parle des RLE. Donc, tout ça, ce sont des alibis pour trouver des prétextes afin d'arriver à leur désobéissance civile. Qui est Gbagbo même? Gbagbo, c'est un malhonnête qui a toujours contesté les élections. En Côte d'Ivoire, nous allons arriver. De 1990 jusqu'en 2010, Gbagbo a toujours crié, il s'est toujours fait passer pour la victime avant les élections. Il dit toujours que ses adversaires veulent le voler. Avant les élections, hein, Gbagbo a toujours dit, je vais vous montrer ici en 90, où il a dit que Houphouët-Boigny, lui, sait qu'ils sont en train de se préparer à le voler. Voilà ce qu'il a mis dans la tête de ses militants. Et lors des élections, le matin, il a envoyé ces gens déjà pour aller semer le trouble. Et dans l'après-midi encore, après la proclamation des résultats, Gbagbo envoie encore ces gens dans la rue afin d'aller semer le chaos, même le désordre. Le même Gbagbo encore en 2020, en 2000, avant les élections avec Guy Robert, Gbagbo dit que lui, il a entendu. Gbagbo, non, Gbagbo c'est un malhonnête. Non, Gbagbo est malhonnête. Gbagbo dit qu'avant même les élections, qu'il a entendu Guy Robert en train de planifier des tricheries. Mais lui, il prévient Guy. Je ne peux pas, il va rentrer dans ça. Si Guy rentre dans ça, il va voir. Donc, ce qui veut dire que Gbagbo s'était déjà positionné en victime. Avant même les élections. C'est ce qui est le Gbagbo. Il est toujours malhonnête, ce Gbagbo. Donc, on revient maintenant, en 2025, la stratégie GPS, PPACI. Ils ne veulent pas aller aux élections. Moi, je vous le dis. Si vous dormez, arrêtez de dormir.
Donc je m'adresse à la nouvelle génération afin de ne pas sortir. Parce qu'ils vont vous utiliser. Et c'est des activistes qui sont ici, qui sont payés par eux, qui ont leur agent, qui seront ici, qui ne seront pas sur le terrain, qui vont vous appeler dans les rues. Donc eux-mêmes ne seront pas là-bas. Et bien évidemment, j'ai vu vos vidéos de campagne. Tous ceux qui vous demandent de sortir dans les rues, il faut qu'eux-mêmes soient devant. On écoute Élysée. La stratégie, Guillaume Soro, M. Laurent Gbagbo. C'est parti. Quand je finis de dire ça, je regarde un peu cette coalition et effectivement, comme vous le dites, on note quand même une absence majeure. Moi, je parle d'une absence et non pas les deux. Parce que, excusez-moi du thème, mais je pense que le GPS, jusqu'à ma connaissance, c'est dissous. Ça a été dissous par l'État de Côte d'Ivoire, donc en réalité, c'est un parti qui n'existe pas. Voilà, donc je pense quand même qu'il faut qu'on soit logique et puis qu'on soit aussi, je vais dire, sérieux quand on prend la parole sur un plateau. Le GPS n'existe pas conformément à la loi, conformément au test. Il a été dissous. Ok. Non, si, je sais, je n'ai pas dit que vous n'êtes pas sérieux. C'est juste que je rappelle ça à l'endroit de tous nos téléspectateurs. Donc, l'absence majeure, c'est l'absence du PPACI. C'est l'absence du PPACI. Et à ce niveau, moi, j'ai investigué et j'ai eu des informations de sources très crédibles. Il a eu des informations de sources très sûres. C'est Élysée qui le dit. Très crédible, pardon. Et effectivement, il y a eu une démarche qui a été menée auprès du PPACI. Lorsque les initiateurs de cette coalition, portés bien évidemment par Mme Simone Lévé Gbagbo, par le président Thiam, Charles Blé Goudé, Afin Guessan et bien d'autres, on décidé, Boni Claveri, on décidé donc de rencontrer les responsables du PPACI. Il y a eu un premier rendez-vous qui était censé être un rendez-vous avec le président Laurent Gbagbo, qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu pour indisponibilité du président Laurent Gbagbo. Il y a eu un second qui a eu lieu le mercredi dernier. Et cette fois-ci, en lieu et place de Laurent Gbagbo, c'est plutôt Danon Djedje, qui, vous le savez, fait partie des vice-présidents au niveau du PPACI. Donc il les a reçus et qui leur a dit ouvertement la position du PPACI sur la question. Il lui a demandé que chacun fasse sa coalition. Pour le moment, le PPACI est dans une autre dynamique. Ils sont dans une autre dynamique, oui. Ils ne sont pas disposés actuellement à être dans une coalition. Ils ont leur coalition, ils ont leurs objectifs. Donc, eux, ils peuvent déjà commencer. Peut-être que plus tard, ils les rejoindront, peut-être, mais pour l'heure, ils ont d'autres objectifs. Et ça, c'est les informations du moins la réponse qui leur a été de façon claire, que chacun fasse sa coalition. Merci beaucoup. Pour le moment, ils sont dans d'autres stratégies.